Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nicolas Chatillon, donc je suis directeur du développement chez BPCE. BPCE, c'est l'organe central des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc vous direz, voilà un banquier, quel est le lien avec le sujet de notre après-midi, avec le Web Today? Vous allez voir qu'il y en a. Bien sûr, les banques populaires et les caisses d'épargne s'intéressent au sujet d'Internet, naturellement dans le cadre de leurs relations clients. Elles ont des sites, et notamment les banques populaires. Et je remercie d'ailleurs à cet égard la Banque populaire Atlantique de m'avoir invité aujourd'hui à venir participer à cet événement. C'est une très belle banque régionale, et très moderne, très innovante, très performante ici à Nantes, et qui s'intéresse à ces questions de nouvelles technologies, d'innovation. On en a beaucoup besoin pour servir nos clients, mieux les accompagner, et mieux les accompagner dans l'évolution de leurs besoins. Alors le sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui a été d'ailleurs tout à l'heure évoqué par Alexandre Jubien, qui en a un petit peu parlé quelques instants, c'est le sujet du commerce connecté, c'est-à-dire le digital shopping, comme on le dit aujourd'hui dans le monde anglo-saxon. Alors de quoi s'agit-il? C'est au fond un sujet assez simple que vous allez comprendre, et je vais essayer de vous expliquer quels sont les liens avec notre activité et en quoi il y a beaucoup d'innovation grâce au web aujourd'hui dans ce secteur. Ça participe et ça résulte en fait de plusieurs facteurs d'évolution qui conduisent à créer ce commerce connecté. Le premier, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est un secteur qui est en plein développement et qui fait beaucoup bouger les lignes naturellement, et qui a permis de développer dans la période récente un certain nombre, si on peut voir la présentation, un certain nombre d'innovations dans le domaine des paiements par exemple, qui est ce qu'on appelle les wallets. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un wallet dans la salle. Un wallet, c'est un portefeuille électronique. Alors, portefeuille électronique, probablement beaucoup d'entre vous en utilisent. Il y en a un qui est très connu, la première lettre de son nom commence par un P. Voilà, PayPal, merci. PayPal, c'est très clairement une innovation, un concept, le concept de wallet, qui est né avec le développement du e-commerce. C'est-à-dire c'est une autre façon d'utiliser sa carte pour payer en ligne, sans avoir à ressaisir, vous savez, ces fameux chiffres qui sont associés à la carte bancaire, et puis le cryptogramme 3 chiffres qu'il y a derrière. C'est-à-dire sans au fond avoir à remettre ces données intimes, personnelles, liées au paiement et à la carte, qui sont importantes, et sans avoir à les remettre en ligne à chaque fois pour payer. Ce qui permet de payer de manière beaucoup plus simple, facile et efficace quand on fait des transactions. Ça, c'est vraiment une innovation importante qui change la manière dont nous allons payer, faire des transactions, et qui a déjà commencé à booster, à dynamiser le développement dans le e-commerce. Deuxième facteur d'évolution qui fait un peu bouger les lignes dans ce commerce connecté, c'est le boom des smartphones. Ça a été dit tout à l'heure par Alexandre Jubien de manière extrêmement pertinente, il l'a bien expliqué. Le smartphone, on peut faire beaucoup de choses avec, et on va pouvoir payer avec, parce qu'il y a de l'Internet mobile. Et c'est l'Internet sur le mobile qui va permettre en permanence de faire un certain nombre de choses, d'être connecté, et au fond, d'ouvrir le champ des possibles, finalement, dans le commerce, et on va voir comment. Troisième élément, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, c'est la digitalisation, au fond, des points de vente et du commerce. C'est-à-dire le fait qu'Internet commence à arriver dans les commerces, c'est quelque chose de très récent, et on va pouvoir l'utiliser à tout un tas de fins, soit pour avoir de l'information, peut-être également pour payer. En tout cas, ça va modifier les comportements d'achat au sein des magasins. Et finalement, ces trois éléments combinés ensemble vont créer des nouveaux usages, des nouveaux parcours clients, et au fond, petit à petit, vont conduire à un phénomène, vont entraîner un phénomène qui est une sorte de porosité finalement, qui va se créer entre le commerce en ligne et le commerce physique. C'est-à-dire que petit à petit, ces barrières qu'il y avait jusqu'à présent entre les deux mondes, e-commerce, les sites de e-commerce, et d'autre part les commerces physiques, vont progressivement tomber à travers, finalement, des nouvelles utilisations, des nouveaux cas d'usage, des nouveaux parcours clients digitalisés qui vont se créer et que vous connaissez en réalité déjà, qu'on n'appelle pas comme ça, mais que l'on commence déjà à voir poindre dans certaines enseignes et dans certains magasins. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés dans les boutiques Apple. Dans les boutiques Apple, maintenant, on peut payer sans aller à la caisse faire la queue, en utilisant, et en plus, en payant avec son wallet,
avec son portefeuille électronique, avec son compte iTunes. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà fait, non? Qui parmi vous, je vais reprendre la pratique du prédécesseur, c'est voilà, une personne qui l'a fait. Bon, peut-être 2, 3, voilà. Vous êtes quand même quelques-uns à l'avoir fait. C'est quelque chose qui change la donne aujourd'hui dans le commerce et qui peut changer la donne, qui a une capacité technique à changer la donne. Après, vous avez d'autres exemples qui sont que vous avez ici, comme tout ce qui est le drive, dans les grandes enseignes de la distribution, qui se développent, de la commande où je paye avant, je commande, et puis je vais chercher sur place sur le magasin en mode physique mes courses. Et puis, il y a un exemple qui a été montré tout à l'heure, donc c'est exactement le même, je ne vais pas le recommander, qui permet sur des murs qui sont dans le métro d'aller faire des achats et du shopping. Et en fait, des cas comme ça, des cas d'usage, vous en avez plein qui se développent. Et finalement, est-ce qu'ils appartiennent au e-commerce? Est-ce que c'est du commerce en ligne? Ou est-ce que c'est du commerce physique? Finalement, c'est à la fois aucun des deux et c'est tous les deux. C'est le commerce connecté, c'est-à-dire c'est finalement un mouvement qui amorce la convergence entre le e-commerce et le commerce physique. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, vous le voyez de plus en plus, on en parle beaucoup dans la presse en ce moment, il y a énormément d'enseignes du monde physique qui vont dans le digital, qui créent des sites de e-commerce, qui ont des pratiques qui commencent à être celles du e-commerce, et vice-versa, des sites de e-commerce qui développent des magasins physiques pour relayer des parcours clients, des produits, des offres de services qu'ils veulent doper ou développer en utilisant l'interaction avec le physique. Et finalement, on voit bien que les deux mondes interagissent de plus en plus, avec au cœur de ces deux mondes, ça a été bien dit par Alexandre Jubien tout à l'heure, le mobile. Parce que c'est le mobile qui va catalyser ces usages, ces nouvelles pratiques, ces nouvelles logiques de consommation cross-canal, multicanal. C'est ça qui va être le cœur et vu du consommateur, vu de nous tous, le personal shopping assistant, c'est-à-dire l'outil qui va nous permettre de faire des interactions, de faire un certain nombre de choses, et au fond, que l'on soit online ou offline, qui vont permettre d'interagir avec ces commerçants. Avec ce commerçant, d'ailleurs, dont on saura au fond plus si c'est un e-commerçant ou un commerçant physique. En réalité, c'est un commerçant connecté qui est capable de vous vendre tout le temps, d'où vous le voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez. Et c'est vrai que le mobile va permettre tout ça grâce à Internet et grâce à Internet mobile. Ça, je pense que c'est un point fondamental. Vous le retrouvez ici. Le mobile va développer le mobile commerce, le commerce connecté, et finalement va permettre d'effacer ses frontières. Et ça, c'est vraiment Internet qui l'a permis. Alors aujourd'hui, peut-être quelques chiffres pour illustrer ce qui préfigure le décloisonnement finalement de ces deux mondes et la convergence qui est en route grâce au m-commerce. C'est l'évolution économique du e-commerce. C'est vrai que le e-commerce est toujours en progression. Aujourd'hui, on estime que sur 100% des achats qui sont faits aujourd'hui en France sur le territoire national, 93% c'est le commerce physique. Le e-commerce représente à peu près 7% des ventes, ce qui est déjà beaucoup. Et c'est un chiffre qui continue à augmenter, qui peut rapidement atteindre 10% des ventes. Et on a déjà dans le e-commerce un petit volume d'activité qui est fait à travers ce qu'on appellerait le m-commerce. Donc qui est fait grâce à la consommation par le biais du téléphone mobile. Ce m-commerce, qui est ce segment du e-commerce qui se détache, il va progresser beaucoup plus vite que le e-commerce. Alors il va faire de la substitution, c'est-à-dire qu'il va basculer des usages qu'on faisait derrière son PC le soir, petit à petit on faisait des achats en ligne, à des achats qu'on fera en mode nomade toute la journée avec son téléphone mobile, avec évidemment des nouveaux applicatifs à développer qui ne seront pas les mêmes, avec des nouvelles solutions de paiement, et ça c'est un point important pour nous, banquiers, auquel on va devoir nous s'adapter, parce que c'est une vraie nouvelle donne pour nos clients e-commerçants. Aujourd'hui, on a au niveau du groupe des banques populaires des caisses d'épargne, sur nos deux réseaux, sur les deux grands réseaux, 15 000 clients e-commerçants, sur les 140 000 e-commerçants qu'il y a en France à peu près. On voit bien qu'ils ont cette préoccupation de servir ces usages en mobilité, et ils veulent que les gens puissent consommer tout le temps avec leur mobile, où qu'ils soient, comme ils le veulent. Et donc, c'est vraiment un segment qui est appelé à se développer avec de nouvelles solutions. Et il ne vous aura pas échappé que ce qui est facile à faire chez soi le soir quand on veut sur, mettons, voyagesSNCF.com, commander un billet de train et acheter un billet de train, c'est facile de prendre sa carte, ressaisir son code, etc. En revanche, quand on est dans le tram à Nantes, et quand on vient de la gare, qu'on vient jusqu'ici, c'est plus difficile sur son petit écran iPhone
de faire une commande et de commencer à saisir ses numéros de carte, son cryptogramme 3 chiffres, et de conclure une transaction dont on ne sait pas très bien avec la bande passante, si elle est passée, pas passée, si elle a été rejetée, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir innover pour accompagner ce mouvement et pour gérer notamment ce qui est un peu le cœur du réacteur et un peu le nerf de la guerre dans les transactions et dans la vente en e-commerce, c'est le paiement. Comment on gère l'encaissement et le paiement. Et finalement, ça nous a obligés, nous, à réfléchir à des solutions qui soient adaptées au paiement mobile et à la manière de payer avec son mobile en mode e-commerce. C'est-à-dire à créer des solutions qui vont permettre précisément de ne pas avoir à ressaisir son numéro de carte, etc., et d'avoir des comptes, des wallets, qui vont permettre de gérer ces nouveaux types de transactions en mode mobile et en mode nomade. Ça, c'est un vrai sujet de fond aujourd'hui, auquel se sont attaqués des géants, des grands, comme Google. Comme vous le savez, Google essaie d'innover avec un produit qui s'appelle le Google Wallet. Aux États-Unis, vous avez une société qui s'appelle Square, qui aussi investit beaucoup là-dessus. Naturellement, PayPal, qui est aujourd'hui, il faut le dire et le reconnaître, un des pionniers dans ce domaine, et qui a non sans succès, un certain succès en France, mais y compris en Europe et dans le monde, réussit à accompagner ce développement des grands sites de e-commerce à ce virage à prendre du m-commerce et ce virage du paiement de le m-commerce. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas anecdotique aujourd'hui. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par Alexandre Jubien. Dans ces développements et dans cette logique cross-canal, aujourd'hui, les pratiques que j'évoque, on les vit déjà tous les jours, et vous les vivez vous aussi. C'est des logiques finalement de connexion de plus en plus forte du commerce. Alors c'est quoi les grandes logiques qui se développent aujourd'hui? Alors la première, c'est ce qu'on appelle le Web in-store. Ça a été dit rapidement tout à l'heure. Alors le Web in-store, comme son nom l'indique, c'est l'utilisation du web dans la boutique. Et donc très concrètement, c'est la capacité à interagir avec son mobile au sein du point de vente, soit pour avoir de l'information, soit à minima pour susciter une vente ou déclencher, montrer éventuellement, je ne sais pas, au marchand un objet qu'on voudrait, et on va le télécharger sur Internet, on va le lui montrer, soit pour sortir un coupon qu'on a pu éditer ou qu'on a pu avoir sur son téléphone, qu'on a reçu sur Internet, du coup on va le montrer au marchand, au magasin, à la caisse, pour lui montrer qu'on a bien eu un coupon. Voilà, de plus en plus, ces pratiques se développent. Deuxième élément, c'est le store to web. Alors ça, le store to web, je pense que vous le connaissez tous aussi, sans le révéler comme ça. Mais je vous donne un exemple extrêmement concret. Quand vous allez chez Darty, chez Darty, vous voulez acheter un micro-ondes, ou je ne sais pas, un objet, et vous allez voir son prix. Mais on ne peut pas vous empêcher de vous dire que vous allez sur darty.com pour regarder si c'est le même prix, et si on ne peut pas l'acheter moins cher en sortant de la boutique. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû le faire. Ça a été mon cas. Et effectivement, vous dites, tiens, dis donc, là, ce micro-ondes-là, il vaut tant X euros, quand même 15% moins cher sur Internet. Je suis dans la boutique, je l'ai vu, super, mais je vais sortir du magasin, puis je vais l'acheter online chez moi. Ou soit depuis mon mobile, soit depuis ma tablette, soit chez moi. Donc c'est un peu ça le store to web. C'est encore ça le store to web aujourd'hui. Et puis il y a le web to store. Ça, vous le faites tous, bien évidemment. C'est, je suis chez moi le soir, je vais regarder sur Internet, tiens, demain je vais acheter ça, tiens, je suis à Nantes. Je sais qu'il y a une boutique à côté de la place du commerce qui fait tel objet, mais je vais d'abord aller voir sur son site ou aller voir sur d'autres sites de concurrents quel objet je veux vraiment choisir avant d'arriver au magasin physique. Donc je prépare en quelque sorte ma vente. Je la fais un peu en avance en la préparant. Mais je vais quand même acheter physiquement dans le magasin. Donc ces comportements-là, finalement, vous les connaissez tous, vous les pratiquez, et c'est une nouvelle donne à laquelle les commerçants vont devoir s'adapter pour satisfaire, pour avoir des parcours clients sans couture, pour avoir des parcours clients même pour eux-mêmes plus satisfaisants. Les grandes enseignes ne pourront pas supporter d'avoir des produits plus chers dans leur magasin que sur leur site internet. Ce n'est pas durable, ce n'est pas un modèle qui est durable. Et donc vont devoir trouver des nouveaux usages, des nouveaux parcours clients qui vont intégrer ce développement et cet essor d'Internet dans le commerce et dans les pratiques commerciales. Et nous, en tant que banquiers, en tant qu'accompagnateurs de nos clients sur ces besoins financiers, et notamment sur la partie paiement, on va devoir trouver des solutions qui s'adaptent à ces nouveaux parcours clients, à ces nouvelles expériences d'achat et au fond à cette transformation qui est en route pour leur fournir la solution la plus adaptée, qui n'est pas la carte bancaire, parce que c'est un support physique, dans lequel on va trouver un certain nombre de numéros
Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la mort et la fin de la carte bancaire, bien au contraire, puisque sur le mobile, on peut retrouver de façon dématérialisée sa carte, dans un wallet ou dans d'autres solutions, avec les mêmes numéros, sans avoir à les ressaisir, etc. etc. Donc c'est vraiment un sujet qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, sur lequel nous investissons. Et je voulais vous donner deux exemples que nous avons développés dans notre groupe pour satisfaire ces nouveaux besoins de nos clients e-commerçants ou commerçants en relation avec Internet, qui sont des produits et des solutions que nous développons pour satisfaire précisément ces nouveaux besoins, qui ne sont pas les besoins simples dans les paiements qu'on connaissait avant. Alors, on a développé une petite société qui s'appelle S-Money, qui est une start-up dans le monde du digital et des paiements, qui est une filiale de notre groupe, une filiale des banques populaires et des caisses d'épargne, qui a cette vocation de réfléchir, de chercher, d'essayer d'innover pour accompagner l'évolution du besoin de ses clients en relation avec le développement d'Internet et pour développer ces nouvelles solutions de paiement. Naturellement, avec S-Money, on a créé ce qui, en tout cas développé la solution qui paraît la plus évidente, c'est un wallet. Donc nous avons un wallet comme PayPal, S-Money c'est un wallet, un portefeuille électronique, ou plus exactement un porte-monnaie électronique, dans lequel il y a un compte qui va permettre en ligne d'acheter, de faire des achats, ou même de recevoir de l'argent qui pourrait être vous transférer par des amis. Donc c'est aussi un système de P2P, de transfert d'argent de personne à personne. Et plus récemment, on a diversifié cette plateforme en lui faisant répondre à des besoins très spécifiques pour des besoins de site e-commerce, comme par exemple ce qu'on appelle les marketplaces, qui se développent de plus en plus, peut-être qu'il y en a parmi vous. Et donc on a développé une solution d'encaissement pour compte de tiers pour ces marketplaces. Par ailleurs, c'est une solution qui peut répondre à d'autres besoins, comme les besoins d'encaissement, de flux et de gestion de fonds, de collecte de fonds, dont peuvent avoir besoin les sociétés de crowdfunding. Aujourd'hui, la finance participative se développe de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus de sites qui se créent et il faut des modules adaptés à cette activité. Nous les avons développés. Par ailleurs, on essaie aussi de pousser des solutions de collecte de fonds pour les associations. Vous savez que les associations en France ont beaucoup de mal à collecter les fonds. Ça leur coûte très cher en mailing, en efforts physiques, en démarches commerciales. Avec le web aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des campagnes mailing, mais rien ne vaut une bonne campagne mailing que si elle est accompagnée et si vous avez un module de paiement qui permet de payer tout de suite en réponse au mail que vous avez reçu. Et donc là aussi, dans la collecte de fonds, on a développé des solutions qui permettent de répondre à cette problématique. Donc ça, c'est un premier exemple, plateforme innovante, qui est vraiment dédiée à l'évolution des besoins infinitaires du commerce et du e-commerce ou d'organisations qui peuvent avoir besoin de solutions de paiement qui utilisent Internet. Deuxième exemple, dont on a beaucoup parlé dans la période récente, alors on a été les premiers à le faire en France, c'est de transformer un téléphone mobile en terminal d'acceptation de carte bancaire. Alors ce besoin, ce produit, on le destine à des clients commerçants qui sont en mobilité et au fond n'ont pas la capacité ou n'ont pas envie ou n'ont pas besoin d'un terminal classique, vous savez, du TPE classique qu'utilisent les commerçants pour accepter les cartes. Parce que c'est compliqué, soit parce qu'on ne capte pas, soit parce que voilà, on n'est pas dans un bon train d'utilisation, puis c'est un matériel qui est lourd, qui n'est pas forcément adapté au point de vente nomade, et notamment par exemple les gens qui vendent sur les marchés, sur le marché le matin, et qui voudraient accepter des cartes. Voilà, pour eux, c'est très difficile d'utiliser un terminal GPS. Donc, pour ces gens-là, on a bâti ce produit qui en fait fonctionne à partir d'une tablette ou d'un smartphone, quel qu'il soit, qu'il soit un Samsung, un Apple, on a les deux applis des deux mondes, et qui permet très concrètement, en seulement 48 heures, à quelqu'un qui adopte notre produit, donc on l'a baptisé Deal Easy, de transformer son téléphone mobile ou sa tablette en une caisse digitale qui va pouvoir encaisser des paiements au moyen, et notamment d'un petit boîtier qu'on appelle dans le monde anglo-saxon un dongle. Alors qu'est-ce que c'est un dongle? C'est ça. Voilà. C'est un lecteur sécurisé en format de poche, c'est-à-dire un petit TPE, qui va s'appairer en Bluetooth avec la tablette ou le téléphone mobile, et qui va permettre d'encaisser les paiements cartes. Donc c'est ultra léger, ceux qui veulent le tester à la fin, regardez, ça n'a rien à voir avec un TPE. Et il ne faut pas le prendre pour un nouveau TPE parce que toute l'intelligence est via le web, dans le téléphone et dans l'iPhone ou dans la tablette avec la caisse digitale. C'est là que tout se passe en réalité. Et donc avec ce module, on va permettre à des commerçants, très rapidement, puisque quand ils le commandent, ils le reçoivent chez eux en 48 heures,
de s'interfacer et d'utiliser cette nouvelle caisse et de partir à la conquête et d'encaisser leur vente par carte. Donc ça, on le teste aujourd'hui dans quelques régions. Ça fonctionne très bien techniquement, c'est très appétant. Et je pense que c'est quelque chose qui est promis à beaucoup de développement derrière, parce qu'au-delà des paiements, on va permettre dans notre caisse digitale d'avoir accès à énormément de services, à des services de fidélité, à des services de reporting, ce qui pour le commerçant va changer sa vie. Alors ça ouvre un autre sujet aussi derrière, qui est celui du paiement mobile. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un mobile du côté du commerçant, c'est facile, naturellement, du côté du particulier, d'avoir aussi un mobile et de payer avec et de communiquer entre les deux. Et ce n'est pas forcément, comme on l'a peut-être entendu tout à l'heure, un sujet de technologie, parce que nous pensons, nous, que la technologie, on s'adaptera, et que ce soit le iBeacon, le sans contact, ou tout un tas de technologies, à la limite, peu importe, ce qui compte, ça va être surtout le cerveau digital et le wallet qui va commander ce système, qui est le plus important. Et on s'adaptera naturellement à toutes les technologies qu'il faut et qui conviendront, celles qui seront en tout cas les plus sécuritaires et les moins chères pour nos clients, qu'ils soient particuliers ou commerçants. Alors c'est ce qu'on appelle dans ces produits la M-acceptance, la mobile acceptance, c'est-à-dire la capacité d'accepter ou d'émettre avec un téléphone mobile un paiement par carte. Donc c'est un sujet un peu technique, mais c'est très intéressant parce que grâce au web, on peut énormément faire de choses autour de l'innovation dans les paiements, et les potentialités en termes de parcours client, de parcours digital et d'encaissement derrière sont vraiment infinies. En tout cas, elles sont très larges. Et c'est vraiment un monde qui démarre aujourd'hui, pour nous les banques, auquel on va devoir naturellement s'adapter. Voilà en quelques instants, pour le temps qui m'était imparti, cette démonstration autour du commerce connecté. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je vais me forcer de répondre sur ce sujet? Alors, monsieur. Attendez, on va vous passer un micro, je pense que c'est plus... Je me posais la question suivante. Est-ce que des standards se profilent en termes justement de portefeuilles digitaux ou wallet comme on veut? Ou est-ce qu'on est encore dans la phase où tout le monde va faire son truc dans son coin, ça ne se parle pas? Et finalement, vous parliez d'acceptance il y a 2 secondes, c'est un gros frein, quoi. Donc, voilà. Alors là, vous pointez un sujet qui est très intéressant. C'est vrai que pour développer un moyen de paiement, en tout cas en France, c'est comme ça que ça marche, mais ça marche partout de la même façon dans le monde, il faut rapidement massifier l'usage de ce moyen de paiement dans le commerce et auprès des particuliers. Ça veut dire qu'il faut que les particuliers, quand on leur donne ce moyen de paiement, quand ils rentrent chez un commerçant, le commerçant l'accepte. Et vice-versa, si on équipe le commerçant d'un dispositif, il faut que les particuliers viennent chez lui pour payer avec, sinon un jour il vous dit attendez, vous m'avez équipé d'un truc, mais personne ne rentre dans ma boutique et ça n'intéresse personne. Donc il faut bien synchroniser les deux et le développer puissamment. En France, on fonctionne sur un dispositif qui existe depuis 1985, c'est le GE carte bancaire en matière de cartes. Donc c'est un dispositif qui a 40 ans, qui est très éprouvé au niveau mondial. Et effectivement, il y a un standard qu'on a défini autour de cartes bancaires et autour d'un standard technologique qui effectivement a été massifié en France et est utilisé par tous, par toutes les banques. Donc les paiements en France sont encore interbancaires, c'est-à-dire que toutes les banques utilisent la même norme, et c'est ce qui permet à tous finalement d'avoir le même système et que finalement tout le monde l'utilise. C'est ça qui a permis à la carte bancaire de devenir le moyen de paiement de privilégié des Français en une trentaine d'années. Ça a mis quand même 30 ans, même en s'étant tous mis d'accord sur le même standard. Et aujourd'hui, la carte bancaire, c'est à peu près 40% des paiements en France. Que 40%. Le chèque étant très utilisé dans notre pays encore. Après, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives de wallet, probablement beaucoup trop. Il y en a beaucoup en Europe, il y a une trentaine de projets de wallet, de portefeuille électronique en Europe, comme PayPal. Et après, il y a différentes sortes de wallets. Il y a des wallets de commerçants, de grands commerçants, comme Amazon. Amazon est en train de développer Amazon Payments, son wallet. Vous avez des wallets de banque. En France, vous en avez quelques-uns, je ne les citerai pas, parce qu'ils ne sont pas forcément chez nous. Nous, on en a développé un qui s'appelle S-Money. Après, vous avez des wallets un peu mondiaux, avec des marques mondiales. Visa, et nous, on l'a adopté pour le e-commerce, a lancé un wallet qui s'appelle Vimi. Et puis, Mastercard va faire de même, avec Masterpass Wallet. Et puis, vous avez des wallets un peu plus indépendants, ou des wallets plus spécialisés sur des secteurs d'activité. Sur le jeu en ligne, il y a beaucoup de wallets, ce qui permet d'encaisser les gains sur un compte de wallet qui est associé. Et c'est vrai que c'est un monde où beaucoup de gens se développent. Il n'y aura pas la place pour tous ces wallets. Naturellement, ils ne pourront pas tous survivre dans un monde où tout le monde va chercher la même norme et l'interopérabilité, comme vous l'appelez de vos voeux.
Pour autant, la solution, ce n'est pas forcément que de se parler, et ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne sait pas parler. C'est-à-dire que, bien évidemment, on essaie de faire émerger ces standards, mais vous ne pouvez pas empêcher des puissances, des grandes marques, comme Google, comme Apple, comme Amazon, de se dire qu'ils veulent utiliser leur marque et l'associer à un moyen de paiement pour créer leur propre moyen de paiement, sachant qu'il y en a un qui l'a fait, c'est eBay, avec PayPal. Et que eBay a créé son moyen de paiement. Au début, il fonctionnait que dans l'écosystème eBay, vous étiez obligé de payer par ce moyen de paiement-là, d'enregistrer votre carte, et puis après, PayPal est sorti d'eBay, et puis aujourd'hui, on peut payer sur beaucoup de sites de e-commerce avec PayPal. Et donc cette histoire-là, vous ne pouvez pas empêcher des gens qui ont de l'argent, des moyens, de la technologie, de refaire cette même histoire et d'avoir leur moyen de paiement privatif, entre guillemets, ou avec une marque qui n'est pas une marque interbancaire. Mais je pense qu'il y aura une consolidation, et après, ce qui me semble moins faire la différence, c'est la puissance de la marque. Et Visa et Mastercard, incontestablement, trouveront leur place forcément, parce que ce sont des marques auxquelles les gens ont confiance. Ce sont des marques aujourd'hui légitimes dans le monde des paiements. C'est la raison pour laquelle on a choisi Vimy. Parallèlement à ça, je pense que dans des secteurs, dans des écosystèmes affinitaires, il y aura des marques alternatives qui se développeront. Et je pense qu'en France, il peut y avoir des marques de wallet qui sont franco-françaises ou affecter un secteur en particulier parce que ce wallet-là va apporter plus qu'un wallet, on va dire, plus petit dénominateur commun d'une marque mondiale. Voilà. Et donc je pense qu'à terme, les deux coexisteront. Autre question ? Madame ? Vous dites qu'il n'y a pas la place pour tous ces wallets. Bitcoin ? Alors, Bitcoin, c'est un autre sujet. Bitcoin, ce n'est ni un wallet, ni un moyen de paiement. Bitcoin, c'est une monnaie complémentaire, avant tout. C'est-à-dire une devise différente de la monnaie nationale, de l'euro. Et après, c'est pour ça qu'on confond souvent les deux sujets, Bitcoin va être utilisé avec des moyens de paiement techniques comme un moyen de paiement, et c'est pour ça qu'on l'assimile à un moyen de paiement. Mais en réalité, c'est une devise. Et donc après, Bitcoin peut servir à payer en ligne, essentiellement ça aujourd'hui, et est utilisé effectivement pour faire des transactions dans des écosystèmes privés entre des gens qui l'acceptent et des gens qui l'émettent d'un côté. Mais ce n'est pas vraiment un moyen de paiement. Monoprix, oui. Oui, mais alors pour les gens qui n'ont pas entendu, Madame expliquait que Monoprix envisage effectivement d'accepter les bitcoins dans ses guichets physiques, mais qui s'appelle Bitcoin, qui s'appelle Sonante, parce que il y a un projet de monnaie complémentaire à Nantes, et il y en a dans d'autres pays. Ils devront, quels qu'ils soient, utiliser les outils, les supports physiques de l'offre de paiement qui existent. Et donc c'est pas parce qu'il s'appelle Bitcoin ou un autre que côté paiement, au fond, ils auront une autre vie. C'est-à-dire que demain, pour être concret, si Bitcoin veut se faire accepter chez Monoprix, il faudra bien qu'ils installent chez Monoprix un dispositif d'acceptation chez Monoprix que Monoprix va intégrer pour pouvoir qu'il y ait une continuité entre les deux mondes, pour qu'ils acceptent les paiements. Et donc ça va supposer pour eux de créer un réseau d'acceptation Bitcoin physique, donc d'équiper les commerçants. Je peux vous assurer que ça coûte beaucoup d'argent de faire ça, énormément d'argent. Et ça pose les mêmes problèmes qui se posent au développement des wallets aujourd'hui, puisque c'est pareil, PayPal, comme tous les wallets, cherche à élargir leur réseau d'acceptation et à ce que tous les sites de e-commerce les acceptent. Ce qu'on appelle, quand je dis accepter, c'est un peu jargonnage. En réalité, ça veut dire mettre son bouton PayPal dans la page de paiement. Vous savez, quand vous allez payer, il y a des petits boutons là, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Ils arrivent dans le monde physique, mais c'est le même sujet que toute marque, que ce soit Bitcoin ou un autre. Il faudra que les commerçants les acceptent. Et donc qu'ils mettent en place un dispositif pour les accepter, sur le plan technique, sur le plan de la marque, etc. etc. Et le problème aujourd'hui, et peut-être que des e-commerçants pourront en témoigner dans la salle, s'il y en a, la page de paiement, il ne peut pas y avoir 200 logos à la fin. Et donc il y a une limite au nombre de moyens de paiement que vous acceptez. D'abord, ça coûte de l'argent. Demander à un commerçant d'accepter un moyen de paiement, je vous assure que ça coûte beaucoup d'argent. Donc pour qu'il investisse, il faut aussi qu'il se dise que les gens vont rentrer chez lui et payer avec. Et que peut-être qu'il y a des technophiles, et il y a 3% des gens qui vont utiliser Bitcoin, j'en sais rien, dans la période la plus proche. Et pour 3% des gens, ils ne le feront pas. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas, n'interprétez pas mal ce que je dis. Je dis juste que techniquement, c'est un challenge, qu'il faut créer un réseau d'acceptation et que quelle que soit la marque dont vous faites la promotion, Bitcoin, PayPal ou un autre, dans le monde physique notamment, y compris avec le commerce connecté, il faudra trouver
il faudra créer ce réseau d'acceptation. Et c'est un défi en termes financiers, en termes technologiques. Et la limite, c'est qu'effectivement, la logique voudrait que ces moyens de paiement soient le plus interopérables possible pour être massifiés, que tout le monde les utilise. Et qu'ils s'appuient sur des normes communes à d'autres moyens de paiement. Donc c'est un sujet qu'ils vont devoir régler et trouver. En tout cas, c'est un point de passage obligé. Voilà, c'est une épreuve. Après, la puissance de la marque, les avantages de la monnaie complémentaire, que je ne commenterai pas ici, parce que ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas ma spécialité, peut-être permettront de le faire. Mais c'est vraiment un passage obligé de trouver une norme, de la promouvoir, de la valoriser, et ça coûte beaucoup d'argent. D'autres questions? J'ai vu qu'il y a des gens au fond de la salle. Plus de questions? Monsieur? Est-ce que la prochaine carte bleue ne serait pas notre smartphone? Parce qu'aujourd'hui, on peut payer avec les nouvelles cartes sans contact, on paye maintenant comme ça. Les futurs portables seront pratiquement tous équipés de NFC, donc potentiellement peuvent payer sans contact. Et maintenant, effectivement, avec les monnaies virtuelles et les wallets, on se retrouve effectivement à se retrouver presque avec un smartphone carte bleue. Donc, est-ce que ce n'est pas notre future carte bleue? Vous avez deux choses dans votre propos. La carte bleue, c'est un support physique qui est un bout de plastique, ni plus ni moins. Et à l'intérieur de ce bout de plastique, vous avez des données qui sont reconnues par les géocartes bancaires avec des codes BIN qui vous permettent de vous identifier. Le mobile, c'est un support physique aussi. Ce n'est pas vraiment un moyen de paiement. Ni la carte en plastique, ni en réalité, ce qui compte, c'est la solution qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que le sans contact, par exemple, c'est pas un nouveau moyen de paiement, le sans contact, contrairement à ce qu'on raconte. Le sans contact, ça permet de changer le support physique de l'offre de paiement. Et vous venez de le dire, votre carte bleue, quand elle est sans contact, vous n'avez plus besoin de la mettre dans le lecteur et de taper les codes à 4 chiffres. Donc ça change la manière dont vous utilisez votre carte. Ce n'est pas un nouveau moyen de paiement. C'est juste une manière d'utiliser de manière plus simple et plus facile cette carte dans un point de vente. Le mobile peut porter des cartes dématérialisées. Et même votre carte de manière dématérialisée, votre numéro est utilisé dans un wallet par exemple. Donc ce n'est pas tellement comparable. En réalité, je pense que le mobile peut porter la carte dématérialisée et payer avec votre mobile, ça peut vouloir dire payer avec votre carte bleue. Donc effectivement, c'est le nouveau support physique de l'offre de paiement, mais ce n'est pas un nouveau moyen de paiement en tant que tel, pour être précis. Mais c'est vrai que ça peut relayer la vie de la carte et le monde de la carte bancaire. Qui a vocation effectivement à s'enregistrer dans les wallets. Et aujourd'hui, quand je parle du m-commerce, le m-commerce, c'est ça. Le m-commerce, il va se développer probablement avec les wallets sur mobile. Ça a été dit, PayPal effectivement cherche à aussi aller dans le monde du commerce connecté, physique. Et là derrière, dans le wallet, vous enregistrez vos coordonnées bancaires en fait de votre carte. Vous n'enregistrez pas les coordonnées de votre compte ou de votre chèque ou d'un virement ou d'un prélèvement. Alors, vous pourriez peut-être le faire dans certains cas, mais essentiellement aujourd'hui, c'est la carte que vous enregistrez. Et donc vous enregistrez non pas votre carte support plastique, vous enregistrez un numéro qui est dématérialisé en ligne et qui est accessible dans la banque et à travers le système carte bancaire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Voilà. D'autres questions derrière au fond? Bonjour. Bonjour. J'ai une question relative à l'utilisation des e-wallets. Je remarque qu'un frein à l'entrée en général sur Internet, c'est le fait de s'identifier comme un utilisateur. Et en général, l'utilisation de e-wallet est corrélée au fait de créer un identifiant qui n'est pas forcément un identifiant bancaire, mais qui est un identifiant dans la base de données d'un site Internet. Notamment, si on prend par exemple MangoPay, on est obligé d'avoir un ID sur MangoPay et non seulement nos informations bancaires. Je considère que c'est un frein à l'entrée, peut-être que vous non, et je voudrais savoir comment vous pensez que la situation va évoluer autour de ce propos. Aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le jargon l'enrôlement, c'est-à-dire l'enregistrement des gens dans ces systèmes, c'est un vrai frein à l'utilisation future et c'est effectivement le plus gros problème aujourd'hui pour développer les wallets pour payer en ligne ou pour payer en m-commerce, en mode m-commerce. Et c'est un des principaux sujets sur lesquels nous on investit et on réfléchit aujourd'hui avec les banques populaires et les caisses d'épargne. C'est vraiment un point important, vous avez raison, et un point crucial parce que malgré tout, la première fois qu'on utilise un wallet, il faut s'enregistrer, ça prend du temps. Et effectivement, il faut redonner un certain nombre de données, de numéros. Et peut-être qu'en étant interopérable avec les systèmes de la banque en ligne ou avec le système de sa banque, on pourrait aller un peu plus vite pour l'équipement. Bon. C'est ce qu'on fera nous avec notre portefeuille électronique Vimi, le portefeuille de Visa.
qu'on est en train d'adopter, d'installer dans nos systèmes. Après, je pense que le problème, il est plus général que ça. C'est la question du nombre des identifiants qu'on a dans la vie quotidienne. Et le fait que, et qui dépasse, je pense, le problème des paiements et le sujet des paiements. C'est dans tous les usages que l'on peut avoir de la vie quotidienne, on est confronté aujourd'hui à la création de comptes, un compte pour ceci, un compte pour cela, et on se retrouve aujourd'hui, je crois que j'avais entendu dans une étude, mais on peut me contredire, c'est une lecture de ma part, qu'il y avait 22 mots de passe dans la vie quotidienne en moyenne en France, un pour l'ensemble de ces comptes, entre les impôts, les comptes bancaires, etc., le compte de la Sécu, Amélie, là, le compte en ligne, plus tous les comptes qu'on a en mode privatif les uns les autres, puis il y a des étudiants dans la salle qui vont déjeuner au Crous, ils ont une carte Crous avec un compte. Enfin bon, voilà, il y a plein de gens qui aujourd'hui, ou plein de systèmes qui véhiculent, qui nécessitent de s'identifier, de créer un code au début avec un identifiant. Et je crois que le problème, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un identifiant qui fasse converger les usages, ou en tout cas, dans une application sur mobile, on pourrait avoir accès un peu à tout. Et c'est donc la question de l'interopérabilité des systèmes. Je pense c'est une question qui va mettre du temps à se régler. Et ensuite, aussi, le fait d'avoir plusieurs identifiants peut aussi avoir des avantages. Par exemple, dans la lutte contre la fraude. Le fait d'avoir un seul identifiant, un mot de passe, à partir du moment où vous êtes fraudé, ça veut dire que la personne peut avoir accès à tous vos systèmes, à toutes vos données. Et donc, c'est quand même, il y a un équilibre à trouver dans cette identification. Après, dans les parcours clients, c'est vrai que nous, on tend le plus possible, dans le respect de la réglementation et de la régulation qui nous est imposée, à définir des parcours clients pour l'enregistrement sur les wallets qui soient le plus simple possible, avec le moins de chiffres possible, parce que plus le chiffre est long, plus c'est compliqué, plus on a tendance à l'oublier. S'il faut en plus mettre, vous savez, des petits signets, une majuscule, un chiffre, parfois certains l'obligent, alors là, on est à coup sûr, on l'oublie. Donc on essaie d'avoir nous, sur S-Money, par exemple, on a 6 chiffres, enfin aussi 6 caractères pour notre identification, et après on peut avoir un mot de passe X ou Y. Donc on est plutôt sur un registre moyen et qui est dans la pratique du marché. Après, l'accès au wallet, c'est pas aussi l'accès à son compte bancaire. C'est pas la même chose. C'est plutôt un moyen de paiement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas en tout cas le synchroniser totalement avec ces identifiants bancaires. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. C'est un sujet qui va évoluer assez vite. C'est un sujet sur lequel beaucoup d'acteurs vont essayer de bouger, en tout cas vont investir pour essayer de développer l'usage des wallets en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur devant. Bonjour. Quand on parle de convergence on et off, on parle de transformation digitale en fait. Je pense que la banque, vous êtes un secteur particulièrement touché par ça, puisqu'aujourd'hui on n'a plus besoin finalement d'aller voir son banquier. Demain on dit que peut-être Google ou Apple capteront une majeure partie des flux financiers. Enfin voilà, je ne suis pas expert, mais comment vous abordez justement cette transformation digitale ? Et c'est quoi la banque de demain en fait ? Enfin, c'est quand même une question qui doit être majeure, surtout dans votre secteur, je pense. Oui, complètement. Aujourd'hui, dans la relation client, même au-delà de la relation client, les banques, et en particulier la nôtre, et les banques populaires, sont vraiment engagées dans un mouvement de digitalisation extrêmement fort. Pour toute la partie qui est visible du client, celle que vous utilisez, c'est-à-dire l'accès au compte, le compte lui-même, la manière dont on fait les opérations, mais aussi sur la partie non visible, parce que derrière, dans une banque, il se passe beaucoup de choses. Il y a des collaborateurs, des centaines de milliers en France. Il y a des systèmes informatiques qui tournent, qui gèrent ces comptes, des moteurs de gestion de comptes. Et puis, il y a beaucoup de stockage de données, beaucoup d'archivage, beaucoup de sécurité, qui fait que sur toutes ces parties-là et toutes ces pans de la banque, on est en train d'essayer de les digitaliser, de les dématérialiser, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de passer au monde digital. Ça mettra du temps, mais on est en train de le faire, et c'est pas parce qu'on s'appelle pas Google ou Apple qu'on ne sera pas capable d'y passer. Ce sont des technologies qui sont accessibles. Aujourd'hui, les banques y ont accès, et elles ne se privent pas d'investir dans ces technos pour être up-to-date et d'être dans les premières pratiques du marché. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a plein d'applis mobiles qui sont lancées, parce que l'accès à son solde de son compte bancaire, les gens, ça les intéresse, c'est des choses les plus importantes. Mais vous voyez, en matière de paiement, on dématérialise et on passe à des solutions de type wallet, donc on s'adapte aussi à ce monde-là. Et honnêtement, je pense qu'on n'a pas à rougir du niveau auquel on est arrivé aujourd'hui au moment où je vous parle. Ça va continuer, ça va s'amplifier.
Après, l'autre question que vous posez, c'est la question des nouveaux entrants ou des gens qui pourraient vouloir s'improviser comme banquier et devenir banquier demain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du digital et du web qui viennent dans la banque, certains sont venus faire de la banque en ligne. Alors, la banque en ligne, ça veut tout et rien dire. Hein. C'est de la banque, on va dire, sans agence physique, de la banque totalement online, hein, où on peut voir son conseiller en mode visio, où on peut converser avec son conseiller en mode chat, etc. Il y en a qui se sont développés. Il y en a une ou deux en France très connues, je ne les citerai pas. Nous, on a développé des e-agences, hein, dans les banques populaires qui marchent bien. On voit que la e-agence, hein, l'agence en ligne, c'est vraiment dédié à 2 catégories de population très spécifiques qui sont vraiment une niche dans le marché bancaire. C'est les étudiants. Donc les étudiants, parce que souvent, je vais prendre un exemple concret ici, un étudiant qui habite à 100 km de Nantes, il vient à Nantes, il a laissé son banquier dans son lieu d'origine, chez ses parents. Ce n'est pas forcément évident pour lui toujours d'interagir avec son conseiller, et donc il va préférer être suivi par une banque en ligne ou une agence en ligne. Bon. Après, les deuxièmes appétents pour la banque en ligne, ce sont surtout des profils CSP+, ou des gens qui sont aptes à la self-bank, ou qui n'ont pas besoin d'aller voir leur conseiller, ou qui n'ont jamais besoin d'aller le voir. Ou des gens qui sont par exemple en déplacement, comme des VRP, hein, des commerciaux qui bougent beaucoup. Et c'est vraiment ces catégories de population-là qui sont appétentes. Le reste, beaucoup nous disent qu'ils veulent avoir des contacts physiques avec le conseiller, et notamment sur un produit qui est très important, qui est le crédit. C'est-à-dire avoir accès à son conseiller physique pour être conseillé sur une opération de financement, c'est quelque chose qui est très difficilement dématérialisable online aujourd'hui. C'est très difficile de remplacer ça. Et aussi, sur ces sujets-là, on apporte, nous, beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est aussi un vrai métier, hein, donc on ne peut pas tout dématérialiser comme ça. Et je pense que le commerce connecté, il s'applique aussi à nous. Hein, cette démonstration que je fais chez nos clients, elle s'applique aussi à la banque. Le commerce connecté, pour les agences bancaires, qui sont aussi des points de vente, entre guillemets, ou des points de réception du public, ils vont arriver, et on va trouver, nous aussi, une nouvelle façon de gérer notre relation client, qui ne sera pas que du e-commerce, c'est-à-dire de la banque en ligne, ou que du commerce physique, c'est-à-dire comme on le faisait autrefois, le métier de banquier. Ce sera forcément dans un mode convergé où les gens viendront effectivement de moins en moins aux agences. C'est une réalité que tout le monde assume, hein, dans notre groupe. Mais ça va permettre aussi à nos conseillers de se centrer sur des moments à valeur ajoutée, comme le crédit par exemple, hein, ou dans l'accompagnement des projets de leurs clients. Ça prend du temps souvent. Et du coup, ça va transformer, changer le rôle et la nature de l'agence et du conseiller. Hein. Voilà. Ça sera moins un canal de distribution qu'un lieu où on va pouvoir échanger avec son conseiller et avoir des vrais moments de partage autour des moments importants de la vie, hein, comme le financement d'un appartement, par exemple. Donc c'est ça. Après, pour terminer, essayer de répondre, apporter un élément de réponse à votre question sur les Google et les GAFA, hein, et leur capacité à faire de la banque demain. Il y a beaucoup aujourd'hui, déjà en France, de gens qui ne sont pas sur Internet et qui ne sont pas du Google ou du Apple, qui font de la banque. La grande distribution aujourd'hui fait un petit peu de la banque. Elle émet des cartes, des crédits conso, mais elle le fait dans une optique de développement de la consommation dans le magasin. Et pas dans une optique de devenir un banquier capable de faire tous les métiers, puisque dans la banque, on fait beaucoup de métiers. On gère des comptes, on assure, on fait de l'assurance, on fait des crédits, hein, on fait de l'épargne, on vous propose des moyens de paiement. C'est des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont très différents technologiquement, et pour lesquels on assure une complémentarité globale. Et c'est des métiers sur lesquels il faut beaucoup investir. Beaucoup, beaucoup investir. Et après, ce sont des vrais métiers qu'il faut connaître. On ne peut pas s'improviser dans la gestion de ces activités. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Alors, ça n'empêche pas à certains d'acheter une banque s'ils le souhaitent. Si demain, un acteur Internet veut acheter une banque, il peut acheter une banque. Après, pour exercer ce métier, je vous assure que c'est un vrai métier, un métier qui est très régulé, très réglementé. Et donc, on est plutôt, nous, sereins face à ces évolutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, on va s'arrêter là et passer à la prochaine conférence. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous.